Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu deux chapeaux. Le principal, c'est celui de coordonnatrice et co-porte-parole de Vision Biomasse Québec, mais j'ai aussi le chapeau de chargée de projet énergie biomasse chez Nature Québec. Donc, je vais faire la distinction un petit peu plus tard là, pendant la présentation. Donc, tout d'abord, Vision Biomasse Québec, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'une vingtaine d'organisations de tous les milieux, vraiment, là, des affaires municipales, développement régional et environnemental. Et justement, Nature Québec, que je représente aussi, est membre fondateur. Donc, comme vous pouvez voir ici à l'écran, là, tous les différents membres, vraiment, ce qui fait la force du regroupement, c'est la variété d'expertise qui le compose. Et en fait, le but principal de ce regroupement-là, c'est vraiment de promouvoir la filière de la biomasse forestière résiduelle de manière exemplaire et performante à travers le Québec. Donc, pour faire ça, on travaille de différentes façons. Premièrement, on participe à acquérir et diffuser de l'information à travers des mémoires, des études, des fiches informatives pour essayer justement là, de pallier des fois à certaines lacunes en termes d'information sur la filière. Ensuite, un autre enjeu qui est quand même fréquent là, avec cette filière-là, c'est le manque de connaissances de la population en général aussi, certains préjugés qui persistent là, du début de cette filière-là il y a une dizaine d'années. Donc, pour pallier à ça, on réalise beaucoup d'activités de communication et de sensibilisation actives, soit sur les utilisateurs potentiels, le gouvernement ou la population en général, justement. Et ensuite, on contribue à structurer la filière et à réunir ces acteurs principaux. Là. Donc, on réalise souvent des ateliers thématiques, des rencontres des membres, mais aussi on participe à des conférences comme aujourd'hui. Et finalement, un élément qui est le plus important, c'est la représentation auprès du gouvernement. Donc, on est souvent invité à participer là, pour représenter justement la filière de la biomasse forestière résiduelle à des consultations gouvernementales, que ce soit fédérales ou provinciales, là, sur la forêt et l'énergie. Bon, celle-là, elle a eu un petit peu de misère, mais en termes de valorisation de la biomasse forestière résiduelle, je ne rentrerai pas trop en détail parce que j'ai vu vraiment qu'on a des experts sur pas mal chacun de ces différentes valorisations-là. Mais en termes de conditionnement, là, au Québec, on a quand même plus d'une vingtaine de centres de conditionnement avec une capacité totale de production qui est de plus d'1 million de tonnes pour les granules. Pour les plaquettes, c'est difficile de donner un chiffre, là, c'est quand même assez variable d'une année à l'autre et les acteurs changent quand même rapidement sur cette scène-là. Ensuite, cogénération, dont vous allez entendre parler un peu plus tard. Là. Donc, il y a une vingtaine d'usines aussi en service, donc pour une puissance totale de 329 MW. Et il y en a 3 autres qui sont projetées là, à être en service prochainement pour un autre 20 MW. Donc, c'est quand même assez intéressant là, comme puissance. Et ben, finalement, on ne voit pas très bien cette dernière partie-là, mais la fabrication de biocombustibles aussi, c'est une avenue qui est en train de vraiment se développer. Et j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs experts aussi aujourd'hui qui vont vous en parler un peu plus tard. Par contre, nous, Vision Biomasse Québec, ce qu'on travaille le plus, c'est le chauffage direct, là, donc les chaufferies à la biomasse forestière résiduelle, puisque c'est ce qui a le rendement le plus élevé. Donc, juste faire un petit tour d'horizon à qui ça s'adresse un peu, là, c'est vraiment où est-ce qu'il y a le plus gros potentiel, c'est pour les utilisateurs de combustibles fossiles. Donc, premièrement, le mazout, ensuite le propane, diesel, gaz naturel. Et quand on parlait de la dette carbone un peu plus tôt, là, une autre conférencière, c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il y a la dette carbone la plus petite, là, c'est quand on commence par remplacer le mazout qui est le plus polluant. Et ensuite, il faut quand même une consommation assez majeure là, de combustibles fossiles pour que la conversion ait un potentiel, puisque c'est quand même un processus qui peut être coûteux. Par contre, là, les usages où est-ce qu'on voit vraiment un potentiel le plus pertinent, c'est le chauffage de bâtiments institutionnels comme les hôpitaux, les écoles, les réseaux de chaleur municipaux aussi. Et du côté agricole, il y a quand même beaucoup d'utilisations intéressantes comme la sériculture, la viculture, la sériculture et justement le séchage des grains aussi qu'on a mentionné plus tôt là, avec la crise du propane qui a motivé plusieurs à se convertir. Ensuite, transformation alimentaire, on a les fromageries, les procédés de cuisson, le lactosérum, tout ça. Et ensuite, ben, tout besoin de chaleur qui est relativement important, comme les usines qui ont souvent besoin de garder des portes ouvertes fréquemment, les parcs industriels, là, en termes de symbiose industrielle, il y a un gros potentiel là aussi. Et tous ceux qui produisent aussi leurs propres résidus, où est-ce que ça devient vraiment économiquement avantageux d'utiliser ces résidus-là pour se chauffer au lieu de payer des fois même pour aller les faire enfouir.
et aussi les nouveaux bâtiments et les quartiers résidentiels qui sont aussi admissibles aux subventions, malgré ce qu'on peut penser. Ce n'est pas juste les conversions de bâtiments existants, les nouveaux bâtiments aussi sont admissibles. Donc, celle-là aussi, il y a eu de la misère. Concernant le potentiel de la Gaspésie, ce qui est connu du côté institutionnel, là, il y a une étude qui a été faite par un des collègues qui est sur place ici, je pense, si je ne me trompe pas. Mais pour chaque MRC, ça a été évalué en termes des bâtiments institutionnels, que ce soit municipaux, de la santé aussi. Vraiment, le tour d'horizon a été fait. Et pour les bâtiments qui sont chauffés au mazout ou mazout et électricité, il y a un potentiel de conversion là, justement de 118 000 kilowatts, et ce qui équivaut environ là, à 32 000 tonnes de granules à 10 d'humidité. Donc, quand on pense qu'il y a des centres de conditionnement qui sont capables de faire des 50 000 tonnes de granules, ce serait très faisable pour la Gaspésie d'avoir un ou deux centres de conditionnement là, pour répondre à ce besoin-là. Et ça, c'est bien sûr sans compter là, le secteur commercial, industriel et agroalimentaire qui a aussi un potentiel intéressant en Gaspésie. Du côté de Vision Biomasse Québec, on a commencé une démarche là, dans les derniers mois, justement, en préparation à ce colloque-là, d'essayer de recenser qu'est-ce qui existe en Gaspésie comme utilisateurs potentiels et de rentrer en contact, un peu leur expliquer les avantages, qu'est-ce qui existe comme accompagnement, comme aide financière pour essayer de mousser l'intérêt un tout petit peu. Là, et on a quand même des retours intéressants. On a réalisé même là, on a commencé certains accompagnements personnalisés, que ce soit pour des fermes, des commissions scolaires. Donc, on voit que l'intérêt est quand même présent en Gaspésie, mais il reste encore des efforts à faire là, vraiment à sensibiliser et expliquer le potentiel et les bienfaits là, de cette filière-là. Juste donner un petit exemple, je n'entrerai pas trop en détail parce qu'il y a mon collègue juste après là, qui va donner un exemple probablement similaire, mais l'hôpital de Maria est déjà converti depuis 2012. Il a remplacé son utilisation de mazout par des plaquettes forestières avec un équipement de 3000 kilowatts. Et ça leur permet justement là, de réduire leur GES annuel de 183 tonnes de CO2 équivalent. Et comme le porte-parole explique, là, il dit que ça nous coûtait approximativement 650 000 pour produire la vapeur nécessaire au fonctionnement de l'hôpital. Et avec la biomasse, ça va coûter plutôt aux alentours de 300 000. Donc, c'est quand même une réduction de plus de 50 de leur coût de chauffage annuel. Et je voulais aussi mentionner les facteurs de réussite là, qu'on a déduits là, à travers les années d'accompagnement et de travail qu'on a fait dans la filière, qui sont super importants pour les gens qui veulent se lancer dans ce type de conversion-là. C'est tout d'abord la qualité du combustible qui fait toute la différence, surtout en lien avec la qualité de l'équipement qui est choisi. Donc, ce qui est super important, c'est l'arrimage entre les deux. C'est des équipements quand même de haute technologie qui ont des hauts rendements. Par contre, c'est assez spécifique dans qu'est-ce qu'il y a besoin de comme intrant. Donc, c'est important de vraiment respecter les consignes du manufacturier, de ne pas mettre des granules à 30 d'humidité dans quelque chose qui prend du 10 à 20 là. C'est là que les problèmes surviennent et qu'il y a certains projets qui vont pas aussi bien que ça pourrait être. Et donc, pour répondre à ces facteurs de réussite-là, ce qui est super important, c'est d'avoir l'appui de spécialistes qui ont de l'expertise depuis plusieurs années là-dedans. Et aussi là, de bénéficier d'aides financières comme le programme Bioénergie de Transition énergétique Québec, qui fait maintenant partie là, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et aussi, là, il y a beaucoup d'options de financement, dont Fonds d'action qui s'est lancé là, il y a plusieurs années dans des projets justement en lien avec la biomasse, qui ont beaucoup de connaissances là-dedans. Et finalement, là, la sécurisation de l'approvisionnement, comme on sait, des fois, ça peut être un petit peu fluctuant. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une entente qui peut être signée là, sur plusieurs années, donc 5 ou plus années. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est vraiment, il faut qu'à l'interne de l'organisation, il y ait des gens qui aient la volonté vraiment de porter le projet et de le voir se rendre jusqu'au bout. Là. Ça peut des fois être un processus qui peut être un petit peu complexe, là, donc il faut vraiment se lancer à fond. Juste justement pour faire la distinction là, que je mentionnais tantôt, pour vous expliquer ensuite un peu la suite, là, Nature Québec, que je représente aussi, ça c'est un organisme à but non lucratif depuis une quarantaine d'années, justement, là, dans différents domaines environnementaux, biodiversité, énergie, climat, environnement urbain. Mais ça fait une dizaine d'années là, qu'on travaille activement dans la filière de la biomasse forestière résiduelle aussi. Et à travers ces années-là, on a réalisé plusieurs projets régionaux dans les régions, justement, que M. Durany plutôt mentionnait, qui sont quand même à prioriser en lien avec la biomasse. Donc, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches.
Et là, récemment, il y a environ 1 an et demi, on a commencé un projet structurant avec Transition énergétique Québec, justement, là, le responsable du programme de subvention qui aide les projets de conversion, justement pour répondre à certaines problématiques, donc de manque de connaissances aussi là, dans cette filière-là. Donc, on fait des formations, on fait de la sensibilisation, des présentations à des regroupements agricoles ou à des MRC, des choses comme ça. Et ensuite, là, pour ceux qui sont intéressés à commencer peut-être à explorer le potentiel de leur ferme ou de leur bâtiment municipal, de leur entreprise, on offre des services gratuits et neutres parce que c'est vraiment un OBNL, on est affilié à personne. Et donc, ça, c'est des diagnostics de potentiel. Ça répond vraiment à la question initiale, est-ce qu'il y a un potentiel pour mon entreprise? Parce que c'est sûr que c'est pas tentant de se lancer dans un processus complexe quand on sait même pas si ça vaut la peine. Donc, ça répond un peu à cette lacune-là. Ensuite, une visite terrain avec un ingénieur là, pour vérifier les disponibilités spatiales et un accompagnement technique financier, là, que ce soit pour répondre à la question où est-ce que je peux m'approvisionner, qu'est-ce que j'aurais besoin comme puissance, c'est qui les équipementiers qui offrent ce que j'ai besoin, remplir les demandes de subventions qui sont quand même complexes, qui ont besoin d'une signature d'un ingénieur. Donc, on essaye vraiment d'enlever tous les embûches sur le chemin de certaines personnes qui voudraient se lancer justement à devenir un utilisateur de biomasse, parce qu'on voit, même si on structure l'offre, il faut quand même qu'il y ait une demande qui se crée. Là, c'est un peu la problématique de l'œuf et la poule. Donc, on essaie de répondre à ce côté-là, là, donc de la médaille.